Et si la terre sous vos pieds ne vous avait jamais vraiment appartenu? Depuis 60 ans, l'Afrique se voit raconter la même histoire, celle d'une main tendue, d'une aide venue d'ailleurs pour sortir un continent de la poussière. Mais derrière ce récit répété, se cache une domination bien plus insidieuse. Dans l'ombre, un jeune capitaine en treillis fatigué, béret rouge vissé sur la tête, a osé défier la fatalité. Ibrahim Traoré n'a pas le discours poli des politiciens qui promettent, encore et encore, sans jamais rien changer. Il ne parle pas de dette ni de dons. Il parle de pain. Il parle de dignité retrouvée. Au Burkina Faso, sur la terre des hommes intègres, il n'a pas choisi les ors des palais, ni les cortèges luxueux. Il est resté dans les casernes, là où le peuple vit et survit. Il a refusé de courber l'échine, a exigé que la terre nourrisse enfin ses propres enfants, et brisé ce système où la survie dépend des marchés étrangers et des crédits sans fin. Pourquoi acheter ce que l'on peut cultiver? Pourquoi mourir de faim sur une terre fertile? En agissant, Traoré a lancé un signal qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un tournant. L'Afrique n'attend plus la charité. Elle réclame justice, contrôle de ses ressources, respect. Refuser de voir cette révolution, c'est accepter de rester prisonnier d'une histoire écrite par d'autres, d'abandonner richesse, identité et avenir. Mais que s'est-il passé pour qu'un simple capitaine devienne le symbole de la reconquête? Pour saisir l'importance de ce basculement, replongeons-nous dans le contexte historique de la terre des hommes intègres. Pendant 30 ans, le nom Burkina Faso semblait n'être qu'un idéal perdu. Un pays qui, sur la carte, ressemble à un point dans le ventre de l'Afrique de l'Ouest, enclavé, invisible aux yeux du monde. Ici, les promesses d'indépendance ont vite été étouffées par la réalité. Dépendance chronique aux importations, dette étrangère qui ne cesse de croître, et un système économique bâti pour maintenir le peuple dans la pauvreté, génération après génération. Ce n'était pas un hasard. Les chaînes de la dépendance étaient soigneusement forgées, chaque maillon pensé pour ne jamais être brisé. Imaginez, 70% du budget agricole du pays n'allait pas à l'achat de semences ou de tracteurs, mais partait chaque année dans le remboursement d'intérêts d'une dette conçue pour ne jamais être effacée. Dans les bureaux climatisés des institutions internationales, on décidait du sort des agriculteurs burkinabais. Ici, on produisait du coton pour l'exportation, du riz pour survivre, pendant que les profits s'évaporaient vers le nord et que la faim gagnait du terrain. C'est dans ce contexte qu'est arrivé Ibrahim Traoré. Un jeune capitaine, mais surtout un symbole de rupture. Là où tant d'autres avaient cherché à profiter du pouvoir, lui a préféré le sacrifice à l'excès. Il vit dans la caserne, partage la vie de ses soldats, refuse les privilèges. Mais surtout, il comprend que la bataille à mener n'est pas seulement militaire. C'est une lutte pour l'estomac et pour l'âme du peuple. Au lieu d'envoyer l'armée sur des fronts dictés par des intérêts étrangers, il la mobilise dans les champs. Les soldats, fusils en bandoulière, se retrouvent à labourer la terre, à creuser des canaux d'irrigation, à semer le riz local. Les caméras du monde entier captent ces images inattendues. Ce ne sont plus des hommes qui se préparent à la guerre, mais des hommes qui sèment la vie. Le silence des champs abandonnés est remplacé par le bourdonnement des moteurs et le chant de l'eau retrouvée. C'est là le premier acte de la révolution burkinabé. Redécouvrir l'autosuffisance agricole, tourner le dos à la logique des marchés mondiaux qui imposent au peuple de produire pour les autres au détriment de leur propre survie. Traoré n'a pas seulement voulu rassasier les ventres, il a voulu soigner la dignité blessée d'un peuple trop longtemps courbé. Mais en ouvrant les livres de comptes, il découvre une architecture de la pauvreté, soigneusement orchestrée depuis des décennies. Une trame d'intérêts croisés, de contrats léonins, de complicité cachée avec ceux qui prétendaient aider, mais qui, en réalité, avaient rebâti une machine à siphonner les ressources du pays. Derrière chaque signature, chaque ligne de crédit, se cachait un piège. Poursuivre sur cette trajectoire, c'était garantir la perpétuation de la misère et de la dépendance. Un peuple condamné à mendier, à obéir, à céder sa richesse, à sacrifier son avenir.
La question n'était plus de savoir si le Burkina Faso pouvait se libérer, mais à quel prix il accepterait de rester enchaîné. Mais la révolution n'a pas commencé dans les palais, ni dans les bureaux où l'on négocie des contrats en anglais et en français. Elle est née dans la boue, les tranchées et les champs. Là où ceux qui n'avaient plus rien à perdre ont décidé qu'ils reprendraient tout, même leur dignité. Pourquoi acheter ce que l'on peut cultiver? Pourquoi la survie d'un peuple doit-elle être estampillée d'un drapeau étranger? C'est cette question, simple mais explosive, que le capitaine Ibrahim Traoré a posée au Burkina Faso et, par ricochet, à toute l'Afrique. Ce n'était pas seulement une critique de la dépendance alimentaire ou financière. C'était un acte de défi. Et si la solution avait toujours été là, cachée dans la terre, dans les mains et la volonté du peuple? La rupture commence dès les premiers jours. L'armée, traditionnellement cantonnée à la défense du territoire, se retrouve soudain mobilisée pour irriguer les champs, semer le riz, protéger les récoltes. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, soldats et citoyens deviennent agriculteurs et bâtisseurs. Les chiffres ne mentent pas. La production risicole triple. Ce n'est plus le pain blanc importé qui nourrit Ouagadougou, mais le riz de Bagré, cultivé sur des terres revitalisées, irriguées par les efforts collectifs. Plus qu'une campagne agricole, c'est un retour aux racines, une réappropriation du territoire et du destin national. Mais la véritable révolution est ailleurs, le refus obstiné de continuer à importer des semences étrangères. Fini les semences hybrides, chères et dépendantes des multinationales. Le Burkina Faso revient à ses propres graines, à la sagesse accumulée par des générations d'agriculteurs. Ce geste, apparemment anodin, est en réalité une déclaration de guerre contre un système d'exploitation invisible, bâti par des décennies de contrats déséquilibrés et de dépendance. Car en cultivant sa propre terre avec ses propres semences, un peuple arrache la première pierre du mur de l'asservissement. Rapidement, les silences de la communauté internationale deviennent assourdissants. Les chancelleries occidentales, si promptes à donner des leçons de gouvernance et d'autosuffisance, évitent de commenter ces succès. Pire, à mesure que l'indépendance alimentaire progresse, les discours changent de ton. On parle soudainement de instabilité des marchés, de recul démocratique et de risque pour l'ordre international. Mais derrière ces mots, une vérité se dessine. L'Occident sent que son levier s'érode. Un Burkina Faso qui n'a plus besoin d'aide alimentaire, qui ne quémande plus de prêts ni de semences, c'est un Burkina qui n'a plus à plier devant Paris ou Washington. Pourtant, Traoré sait que la vraie indépendance ne s'arrête pas aux frontières. Il tend la main à ses voisins, le Mali et le Niger. Ensemble, ils fondent l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce n'est pas une alliance de façade. C'est une union militaire, stratégique, mais aussi économique. Ils coordonnent, mutualisent, bâtissent une nouvelle architecture régionale. Car ils comprennent qu'ensemble, ils sont assis sur une montagne de richesses, l'or, le coton, l'uranium, le bétail, autant de trésors jusqu'ici siphonnés au profit de l'étranger. La découverte d'une gigantesque réserve d'or, longtemps dissimulée, change la donne. Pour la première fois, ces nations peuvent envisager de soutenir leur propre monnaie, libérée de la tutelle du franc CFA. Pendant des décennies, l'or du Sahel filait vers l'Europe, tandis que la stabilité du franc CFA était vantée comme un gage de modernité. Pour Traoré, ce gage n'était qu'un collier d'acier. Aussi, dès que la réserve d'or est confirmée, il prend une décision majeure: retirer les réserves nationales de Paris, briser le lien avec le franc CFA, bâtir un système financier indépendant. C'est à ce moment précis que la pression internationale monte d'un cran. L'hostilité ne se cache plus derrière les promesses d'aide ou de coopération. Les grandes puissances dénoncent la mauvaise gouvernance, suspendent des appuis, orchestrent des campagnes de déstabilisation médiatique. Leur objectif ? Pousser le nouvel ordre balbutiant à l'échec, l'isoler, le contraindre à plier ou à revenir dans le giron de l'ancien système. La stratégie est claire. Si l'indépendance réussit ici, elle deviendra contagieuse partout dans le sud global. Mais le risque pour le Burkina Faso et ses alliés est immense. Le choix est brutal. Risquer l'isolement international,
avec son lot de sanctions, de blocus, de campagnes de discrédit, ou plier devant les injonctions et regagner une sécurité factice sous tutelle étrangère. Aucune option n'est sans douleur. Mais, pour la première fois depuis des décennies, le peuple a voix au chapitre. À la veille de 2025, la rupture est consommée. Or, grain, dignité. Mais alors que le Burkina Faso savoure ce souffle de liberté, le plus dangereux reste à venir. Quand les anciennes puissances perdent leur emprise, elles ne partent jamais sans lutter. Et c'est exactement ce que le Burkina Faso a découvert dès les premiers frémissements de sa révolution. Très vite, la réaction fut implacable. Gel d'aide, retrait de financement, campagne de dénigrement savamment orchestrée dans les grandes capitales occidentales. On parlait de risque de gouvernance à la télévision internationale, tout en espérant que les chiffres rouges sur les écrans feraient reculer le peuple burkinabé. Mais, là où certains voyaient la panique, un souffle nouveau traversait le pays. Au lieu de supplier la Banque mondiale ou de tendre la main vers l'extérieur, le capitaine Traoré a demandé à son peuple d'investir dans son propre avenir. Un fonds souverain national est lancé, et la scène qui se déroule à Gawa, au sud, est saisissante. Un ancien combattant des guerres coloniales, silhouette usée mais regard fier, s'avance dans une modeste administration. Il tend toute sa pension, sans hésiter. Mieux vaut mourir affamé et libre que rassasié dans l'esclavage, confie-t-il. Ce geste, repris des milliers de fois à travers le pays, devient le carburant de la révolution burkinabé. La réappropriation de la souveraineté ne se mendie pas, elle se construit, pièce par pièce, avec les sacrifices de chacun. Mais sur la route, chaque pas vers l'indépendance attise la colère de ceux qui profitaient des anciennes chaînes. Les élites locales, longtemps engraissées par les anciennes pratiques, commencent à murmurer. L'ombre des vieux réseaux plane, les tentatives de déstabilisation se multiplient. Pour y faire face, Traoré prend une décision risquée, lever le voile sur des décennies de trahison. Il ordonne des audits transparents de tous les contrats et actifs nationaux. Les découvertes sont à couper le souffle. Des accords secrets, signés dans le dos du peuple, hypothéquèrent les ressources du Burkina Faso pour les 50 prochaines années. Or, pour la première fois, ces trahisons sont exposées au grand jour. L'onde de choc est immense, à l'intérieur comme à l'extérieur. Isolé sur la scène internationale, Traoré se retrouve la cible de rumeurs de coups d'État, d'articles assassins et d'ultimatums voilés. Les médias le déclarent déjà fini. Mais paradoxalement, plus la pression monte, plus le peuple resserre les rangs. Car Traoré n'est pas l'image classique du chef à abattre. Ce n'est ni un politicien de salon, ni un général de palace. Il mange avec ses soldats, vit dans les casernes et traite la présidence comme un devoir, pas comme un butin. Ceux-là, les architectes du néocolonialisme, ne savent pas comment le combattre. Ils savent acheter les ambitieux, menacer les corrompus, mais ils n'ont aucun script pour un homme qui ne rêve pas de jet privé, mais de dignité collective. Et derrière la tension, un enjeu colossal se dessine. Si le Burkina Faso flanche, il retourne instantanément sous tutelle, perdant pour une génération sa souveraineté, sa richesse, sa dignité même. Mais s'il tient bon, malgré les sanctions, l'isolement, les coups bas, il ouvre une brèche dans le mur, un précédent qui peut inspirer tout le continent et au-delà. 2026 approche, et avec elle, l'ultimatum. Le pays fait face à un choix historique, revenir en arrière, accepter de nouveau le joug, ou affronter de front l'ordre mondial, quelles qu'en soient les conséquences. Dans cette atmosphère électrique, chaque décision et chaque silence du capitaine Ibrahim Traoré deviennent des fragments d'histoire. Mais alors, comment répondre à ce défi sans précédent? La riposte du capitaine va bientôt écrire une page décisive de l'histoire africaine. L'indépendance ne se quémande pas, elle s'arrache, main dans la main. Ce que le Burkina Faso vient d'enseigner au monde, c'est que la dignité collective n'est pas un slogan, mais une dynamique qui transforme un peuple de spectateurs résignés en architectes de leur propre destin. Le soutien populaire autour du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement politique. Il est viscéral. Il vient de ce sentiment d'avoir enfin repris le contrôle de la terre, de l'or, du pain, du choix de vie.
Dans les rues de Ouagadougou, la dignité retrouvée donne une force nouvelle, celle de se relever, de lever la tête et de regarder le monde d'égal à égal. Ce réveil n'est pas qu'un sursaut d'orgueil, c'est le désarmement psychologique d'une jeunesse trop longtemps condamnée à l'exil. Combien de fois, dans l'histoire récente, les esprits les plus brillants du continent ont-ils vu l'avenir comme un ailleurs? La révolution de Traoré, c'est aussi cela. Offrir une raison de rester, de construire, d'investir son énergie ici, sur la terre des ancêtres. Quand les jeunes voient que leur sueur nourrit désormais leur propre sol et non les banques étrangères, l'exil cesse d'être une fatalité. On retrouve la conviction que l'on peut, ici même, bâtir un avenir digne, sans mendier le respect ni attendre le secours d'autrui. Mais au-delà de la génération actuelle, c'est toute une mémoire de lutte et d'espérance qui se transmet. Les aînés se souviennent des années de soumission, des promesses brisées de l'aide internationale, et voient aujourd'hui leurs sacrifices portés par une jeunesse debout. La diaspora, elle aussi, retrouve un rôle nouveau. Non plus celui du témoin impuissant, mais celui du relais, du bâtisseur à distance, du pont vivant entre le passé et l'avenir. Cette solidarité transgénérationnelle, ce passage du flambeau, est la garantie que la flamme de la souveraineté ne vacillera plus au premier coup de vent. Ce qui se joue ici, ce n'est plus uniquement l'histoire d'un petit pays sahélien. C'est la démonstration, pour toute l'Afrique et au-delà, que l'on peut rompre le cercle vicieux de la dépendance. L'Afrique n'est plus spectatrice du monde. Elle devient actrice, inspirant tous ceux qui, à travers le Sud global, aspirent à une véritable autodétermination. Le Sud regarde désormais le Burkina Faso et se dit « Si eux l'ont fait, pourquoi pas nous ?» 3 axes majeurs émergent comme modèles reproductibles. La souveraineté monétaire, en refusant l'hémorragie des devises et la dictature des contrats léonins. La souveraineté alimentaire, en remplissant les silos de la nation avant ceux de l'exportation. Et la souveraineté institutionnelle, en mettant fin à l'opacité, à la corruption et aux accords mortifères passés dans l'ombre des palais étrangers. Ce sont là des leçons pratiques, pas des utopies. Mais attention, manquer cette leçon, c'est risquer de voir d'autres dirigeants trébucher dans la soumission, l'opacité ou la compromission. C'est accepter que les ressources d'un continent servent encore à bâtir le confort d'autres, pendant que ses enfants restent privés d'avenir. Face à ce choix, il reste à clore ce chapitre sur un appel à l'action forte pour ne pas laisser s'éteindre la flamme de la souveraineté. Vous n'êtes pas simple témoin, vous êtes désormais partie prenante de cette histoire. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, n'est pas qu'un épisode isolé du grand livre africain. C'est un appel, une invitation à reprendre la plume et à réécrire le récit dont, trop souvent, l'Afrique a été dépossédée. Pendant trop longtemps, le continent a été maintenu sous perfusion de dettes, ses contrats rédigés à l'encre du renoncement. On lui a fait croire que son or et son blé n'avaient de valeur qu'à travers les vitrines des capitales étrangères. Les élites ont signé, loin des regards, des pactes qui ressemblaient moins à des accords commerciaux qu'à des arrêts de mort pour leurs enfants à venir. Mais aujourd'hui, au cœur du Sahel, le mur d'argile rouge dressé par un peuple debout a stoppé la main froide du néocolonialisme. Là où l'on attendait la soumission, on a trouvé la résistance. Là où la peur devait régner, c'est la colère juste et la dignité retrouvée qui ont envahi les rues de Ouagadougou. Ce n'est pas le chaos d'une foule égarée, mais la force tranquille d'un peuple qui regarde en face le plan de son propre asservissement et qui dit « assez ». On pourrait s'attarder sur la tristesse, les décennies perdues à attendre que l'aide vienne, les rêves engloutis dans les flots de la Méditerranée, les Thomas Sankara réduits au silence. On pourrait pleurer sur la poussière des fermes abandonnées et les vies sacrifiées à l'autel du progrès importé. Mais le regret, lorsqu'il passe par le feu de la vérité, devient volonté. Car ce que Traoré et son peuple démontrent, c'est que la souveraineté ne se négocie pas dans les salons feutrés. Elle se reconquiert, main dans la main, sur la terre natale, avec le courage de dire non. Le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur du changement mondial.
En assumant le choix difficile de rompre avec les chaînes monétaires et contractuelles de l'Occident, il devient phare pour tout le Sud global. Lorsque les États du Sahel envisagent leur propre monnaie adossée à l'or, c'est l'ordre international qui vacille, forcé de regarder une Afrique qui ose s'affirmer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les greniers se remplissent, la jeunesse se tourne vers la terre, et le trésor public s'enrichit enfin du fruit de ses propres mines. La fierté qui renaît là n'a pas de prix, car elle appartient à ceux qui n'attendent plus qu'on leur donne la permission d'exister. Mais ce nouvel horizon n'est pas acquis pour toujours. S'abstenir, rester simple spectateur, c'est risquer de voir cette dignité si chèrement retrouvée s'effriter, de redevenir tributaire de discours écrits ailleurs. Chaque voix compte. Chacun, chacune, ici, peut refuser le récit imposé, soutenir la marche vers l'autonomie et préparer un héritage libéré pour la prochaine génération. Si ce message résonne en vous, si vous sentez se réveiller en vous le sens profond de la justice et de la fierté, alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre dans le silence. Engagez-vous, partagez, débattez, rejoignez la communauté de ceux qui veulent voir l'Afrique debout, souveraine, maîtresse de son destin. Ensemble, écrivons la suite, car le vrai pouvoir appartient à ceux qui osent croire que l'histoire, elle aussi, peut changer demain.